remercier de votre présence pour assister à notre congrès annuel, malgré les circonstances difficiles. Nous avons le plaisir d'accueillir notre ami et partenaire, le professeur Bousclaoui, qui va animer la session de microbiote sur la dysbiose intestinale, un sujet très intéressant d'actualité qui va certainement susciter l'attention, votre attention, et fera l'objet de nombreuses questions. Cette session est parrainée par Biocodex et durera 30 minutes. À vous la parole, monsieur le professeur Bousclaoui. Merci beaucoup, cher ami, chers collègues, chers amis. C'est un réel plaisir de vous retrouver malgré les conditions très difficiles. Je salue aussi nos collègues et nos amis qui nous suivent à distance. Et ils sont très nombreux qui nous suivent à distance. Nous avons beaucoup de retours hier via le lien de la CPP. Via le merci beaucoup, shukran. Oui, parce qu'ils doivent émettre la fois à distance. Merci beaucoup. J'essaie d'être discipliné. Merci, Sibnouna. Alors, en fait, nous sommes partis pour un atelier et puis ça s'était transformé à la dernière minute en conférence, donc vous allez m'excuser. Et puis, en fait, le titre, on est parti pour ce qu'on avait proposé, diarrhée aiguë et dysbiose. Donc, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y aura une partie sur la diarrhée aiguë et une partie sur la dysbiose. Voilà. Donc, inutile de rentrer en détail avec mes collègues et mes amis pédiatres sur la définition de diarrhée, entre la définition classique, entre ce qu'entend la mère par diarrhée, etc. Je pense que ça c'est très évident, mais je vous invite d'emblée, s'il vous plaît, à faire sortir vos smartphones, parce que les gens aussi qui nous suivent à distance vont faire la même chose. Vous allez inscrire w3fois.menti.com. Allez-y, tranquillement. Faites sortir les smartphones. Allez-y, faites sortir vos smartphones. C'est la somnolence postprandiale. Et c'est bon, vous avez fait entrer www.menti.com. C'est bon? Voilà. Et de là, regardez le code en haut. Il va vous demander le code, le 73, 63, 91, 14. Donc je répète, 04, excusez-moi. 73, 63, 91, 04. 73, 63, 91, 04. Donc, w3fois.menti.com, il va vous demander un code, faites entrer. Hein? Là, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, les gens commencent déjà à répondre, vous voyez. Dalila, les gens commencent déjà à répondre. Le code c'est 73, 63, 91, 04. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps, si je vous pose la question, quelles sont les causes de mortalité infantile dans les pays en voie de développement? Vous allez répondre comment? Je pense que c'est une question très élémentaire, elle est très facile. Donc, en fait, les gens répondent pneumonie de diarrhée aiguë, mais j'étais impressionné parce qu'ils répondent plus. Regardez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, il n'y a pas que les gens de la salle. Hein. Ils sont en train de répondre à distance, c'est magnifique. Et il n'y a pas que la diarrhée, pas parce qu'on traite la diarrhée, les deux pathologies mortelles à travers le monde, vous avez la pneumonie et la diarrhée aiguë. Le paludisme, peut-être dans l'Afrique subsaharienne, on peut accepter cette réponse.
Voilà, je passe. Et donc, ce schéma, ce camembert, il est familier pour vous. Il vous montre largement que la pneumonie et la diarrhée restent deux fléaux mondiaux qui tuent l'enfant. Et puis, dans les pays sahariens, le paludisme, mais aussi on peut avoir un peu moindre la mortalité néonatale, etc. Je passe. Quelle est la cause la plus fréquente des diarrhées aiguës infectieuses chez l'enfant? Est-ce que c'est de bacillus? Est-ce que c'est de Shigella? Est-ce que de salmonelle? Est-ce que c'est de rota? Sinon, tu ne réponds pas. Sinon, chef. Tu ne veux pas faire le test. Alors, allez-y. Ça marche, ça avance. Magnifique. Donc, le rota sera en premier et je vais vous dire pourquoi. D'accord? C'est très important. D'accord? Alors, je passe. Regardez, vous avez un tas de germes qui peuvent donner de la diarrhée, Shigella, salmonelle, campylobacter, coli, rota, vibrio cholérique, etc. Mais en fait, si vous regardez les principales causes de la diarrhée aiguë de l'enfant, entre infectiologues et gastro, au moins nous avons 3 à 4 gastropédiatres dans la salle, d'accord? Ben, on peut discuter un tas de choses, mais aujourd'hui, moi je vais me focaliser essentiellement sur les infections digestives, dont la cause la plus fréquente, elle est d'origine virale, et le chef de file, c'est le rotavirus. Bien sûr, on peut avoir des bactéries entéro-invasives comme le salmonelle, le Shigella, des bactéries cytotoxiques comme les Clostridium, comme chef de file, etc. Alors, je vous rappelle que les bactéries entérotoxinogènes, elles ne rentrent pas dans la cellule, elles vont se fixer sur un récepteur, l'entérotoxine va se fixer sur un récepteur, et puis ça va entrer dans la cellule, et par le système ATP-MP cyclique, il y aura sécrétion dans l'intestin de liquide, et donc de la déshydratation. Et puis, vous avez des bactéries invasives qui vont traverser la muqueuse et l'amina propria. Ils vont dans la muqueuse faire des ulcérations, de la nécrose et donner du glaire, du pus et du sang. Et donc il y aura une diarrhée glairosanglante et purulente. J'avance. Voilà, donc finalement nous allons opposer des mécanismes entéro-invasifs avec un mécanisme entérotoxogène, en sachant que certaines bactéries peuvent associer les deux mécanismes. D'accord? Alors, les diarrhées à rotavirus. Les diarrhées à rotavirus, leur particularité, qu'ils vont atteindre le tube, l'intestin, le grêle proximal. Et donc, ils vont entraîner une atrophie vélocitaire, et donc il y a un risque de dénutrition en dehors de la déshydratation. La diarrhée aiguë, bon, classiquement, vous savez très bien, en tant que praticien, qu'il faut l'interrogatoire, se renseigner sur le régime, tout ça, vous savez, la date de début, d'accord, examiner, excusez-moi, examiner, hop, c'est parti très rapidement, hop, examiner les selles, est-ce qu'elles sont molles, liquides, pâteuses, etc. Rechercher les signes associés, que ça soit digestif, d'accord, une hépatosplénomégalie, une douleur, un météorisme, etc. Examiner les tympans, la gorge, et surtout recherche de signes de gravité. Alors, cette recherche de signes de gravité, comment on va travailler là-dessus? Regardez. La gravité d'une diarrhée, elle va dépendre du symptôme, de la cause, mais aussi du terrain. Le symptôme, c'est lorsque vous avez un choc hypovolémique, un risque de déshydratation. De la cause, parce que les Shigella vont donner des signes neurologiques. Les colis Shigella-toxines, vont donner le syndrome hémolytique urémique. Et puis le rota, premier épisode de rota, il peut être grave. Et puis enfin, ça dépend du terrain.
une diarrhée qui survient chez les tout petits, chez le dénutri, en cas de déficit immunitaire, en cas de maladie chronique, il sait bien la gravité. C'est pourquoi je vous dis, il y a des drapeaux rouges qu'il ne faut pas passer à côté. La tachycardie, la polypnée, le teint pâle, gris, marbrure, allongement de temps de coloration, hein, attention, drapeau rouge. Lorsque vous avez une altération de la conscience, une hypotonie, d'accord, attention aux signes neurologiques. Et puis, lorsque l'enfant est douloureux, génial, lorsque la diarrhée est profuse, des vomissements profus, faites attention, ce sont des drapeaux rouges, il ne faut pas passer à côté. Alors, revenons à l'évaluation. Quels sont les principes de prise en charge des diarrhées infectieuses chez l'enfant? Bon, on a une idée d'orientation. On ne va pas attendre tout le monde pour gagner du temps. Regardez, vous avez là, je suis très content, parce que beaucoup de gens, ils ont mis tout le paquet sur... oh là là, je ne suis pas habitué à celle-là, voilà. Sur le paquet sur la réhydratation, c'est très important. Mais en même temps, il ne faut pas oublier la renutrition d'un malade diarrhéique. Bien sûr, l'antibiothérapie, il a une place très modeste. Et d'ailleurs, ça va le faire entrer dans tout ce qui est dysbiose par la suite. Comment prendre en charge une diarrhée aiguë? Nous sommes tout à fait d'accord entre nos pédiatres que c'est la réhydratation essentiellement et la renutrition. La déshydratation aiguë, bien sûr, c'est une situation fréquente. Les années qu'on a vécues avec les malades, les années 80, Machi au Monta 2022, mais faites attention, en général, la déshydratation est souvent secondaire à une diarrhée aiguë, plus rarement, bien sûr, à des pertes insensibles au niveau du rein, du poumon, etc. Et puis, la gravité de la déshydratation aiguë du nourrisson à signaler. Je passe sur les choses que vous connaissez très bien. Vous savez, l'eau, elle est répartie entre ce qui est intracellulaire et extracellulaire. Inutile de vous rappeler qu'extracellulaire, il y a du sodium, du chlore, du bicarbonate, et qu'en intracellulaire, vous avez du magnésium, vous avez des protéines, des phosphates, etc. D'accord? Mais ce qui est très important pour moi, pour les choses pratico-pratiques, c'est que c'est la fameuse loi de Fick qu'il faut toujours le rappeler. C'est que l'eau va aller toujours du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en sodium, ce qui va définir les déshydratations, d'accord, isonatrémiques, hyperinatrémiques, hyponatrémiques. Alors, et puis, l'eau, bien sûr, l'importance de l'eau va varier avec l'âge, ça vous le connaissez très bien, et que les signes cliniques majeurs de la déshydratation, vous le connaissez très bien, dépression de la fontanelle antérieure, d'accord, le pli, la sécheresse de muqueuse, faire attention à la diurèse, la tachycardie, la perte de poids, etc. D'accord? Je passe. Quelles sont les principales indications de la réhydratation IV chez l'enfant? Quand est-ce qu'on passe à une réhydratation IV au lieu d'une réhydratation orale? Allez-y. Ah ben c'est bien. Choc hypovolémique, trouble de la conscience. Ben, je vois très peu, heureusement pour la déshydratation modérée. Bien, ça nous a donné une idée magnifique. Voilà. Ben, l'évaluation de la déshydratation dans notre contexte marocain. D'accord? C'est que il a génétique 5%, 5-10%, 10%, et on va finir le poids antérieur. Souvent, le poids antérieur, même dans vos cabinets, parfois, vous ne trouvez pas le poids récent. D'accord? Hein? Donc, ça reste la clinique est très importante pour mettre, d'accord, juger d'une déshydratation modérée, sévère, etc. Regardez cet algorithme. Lorsque vous avez une déshydratation, si la première question, est-ce qu'il y a choc hypovolémique ou non? Déchocage, hospitalisation, on ne discute pas.
S'il n'y a pas de choc hypovolimique, on fait une hospitalisation de courte durée, modèle hôpital du jour, ou dans le cabinet, ou dans un centre de santé. On donne des sels de réhydratation. Si ça ne marche pas, on peut utiliser une sonde gastrique. Et on passe à la voie IV que lorsqu'il y a échec de la réhydratation orale. D'accord? Traitement de choc hypovolumique, je passe, mise en une voie veineuse, déchocage, remplissage, je passe sur les aspects techniques. Et bien sûr, pour répondre à la question, les contre-indications absolues de la réhydratation orale, l'état de choc bien sûr, les troubles de conscience parce qu'il y a un risque de déglutition, l'acidose sévère en sachant que en corrigeant la déshydratation, cette acidose va régresser, et puis suspicion d'infection chirurgicale. Ce sont effectivement les questions auxquelles il fallait répondre tout à l'heure. Les solutés de réhydratation, vous savez qu'il y a du sodium, du potassium, des glucides, un alcalin qui peut être soit du bicarbonate, soit du cétrin. Donc je passe dans un litre qu'il faut donner volonté à boire, d'accord, et en cas de vomissement correctible au début il faut un petit peu fractionner, d'accord, et puis tout ça vous le savez très bien. Je passe sur la réhydratation IV, je passe, et puis alors quel élément le plus important de la surveillance d'un enfant diarrhéique au cours de la réhydratation? L'élément, je veux un seul. Lorsque vous réhydratez un enfant diarrhéique, l'élément le plus important. Allez-y. Ah ben parfait, la majorité disent diurèse, c'est très important. D'accord? Effectivement, c'est la diurèse. Bien sûr, je surveille le poids, le volume, lorsqu'on réhydrate par la bouche, l'abondance des sels, la température, mais placer une pochette à urine est capitale dès qu'on commence à réhydrater, d'accord, un bébé. Les complications, je passe, vous les connaissez très bien, il y a un risque de choc hypovolimique, les complications neurologiques, les convulsions, attention, d'accord, à la réhydratation rapide, l'hématome sudural, le périmètre crânien, la tension de la fontanelle, les thromboses veineuses cérébrales, les complications rénales, l'insuffisance rénale, la thrombose des veines rénales, chaque fois qu'il y a un bébé jeune, hématurique, avec un gros rein, il faut savoir évoquer la thrombose des veines rénales, la nécrose corticale autour de choc, tout ça vous le connaissez très bien. Alors, toujours la prise en charge de la diarrhée aiguë, j'ai dit qu'il faut réhydrater et nourrir. Maintenant, nourrir, je n'ose pas m'avancer devant mes imminents gastro-pédiatres qui sont présents dans la salle, juste pour vous dire, attention, tant que possible, il faut continuer l'alimentation, sinon 4 heures après la réhydratation, l'allaitement maternel à ne jamais arrêter, et attention, donc les laits de régime et tout ça, attention, il faut le donner que lorsqu'on est vraiment, on pense vraiment à une intolérance, d'accord, ou là, lorsque la diarrhée persiste au-delà de 7 jours. De toute façon, mes collègues gastropédiatres vont donner leur avis au cours de la discussion. Que traiter par les antibiotiques finalement? Si j'ai dit que la majorité des enfants, on va donner une réhydratation et on va donner, d'accord, il faut alimenter correctement. Alors, les antibiotiques, quand est-ce qu'on va les donner? Alors, je vois, ça monte. Ah, donc, ça vous donne une idée sur les choses, comment il évolue. Les gens, comment ils voient les choses en pratique. C'est spontané, c'est anonyme, mais tu vois la situation, comment il est. C'est très. La sévérité de la déshydratation n'évoque pas toujours systématiquement les antibiotiques. Diarrhée glérossanglante, oui. Diarrhée cholériforme dans un contexte épidémique, lorsqu'on pense au choléra. Tu te rappelles, Abdrahim Wahdud Saïd, les derniers cas de choléra que nous avons vus ensemble, d'accord? Et puis les infections systémiques persistantes, bien sûr. Donc je pense que je passe sur cette slide parce que vous avez répondu à l'essentiel, d'accord? Et puis, regardez, méfiez-vous des bouquins français que vous consultez. Vous allez trouver tant de schémas thérapeutiques, d'accord, pour la diarrhée.
Mais vous savez, qu'on commence à donner de l'azithromycine pour les diarrhées clairosanglantes, parce que ça aide à éradiquer les kinologues. Mais le mouchkin ta l'azithron, on avait discuté hier, je pense qu'avec le temps, on aura beaucoup de résistance, d'accord, parce qu'on l'a utilisé à droite, à gauche au cours de Covid. D'accord? Alors, quelle place pour les médicaments suivants? Inhibiteur de la motricité, le pyramide, antisécrétoire, agent, j'étais obligé de mettre il comme au commerce, c'est pas bien, parce que les gens matières madiaf cherchent un antisécrétoire, des agents intralumineux, hein, les atapulgites, les diosmectites et les antiseptiques intestinaux. Allez-y, et ça commence. Ça diminue, ça monte, hein, ça joue, hein. Ça donne une idée. Ouais. Peut-être là, on verra l'avis de mes amis gastropédiatres, mais en tout cas, l'opéramide a contre-indiqué parce qu'il y a le risque d'ilius. Il y a les atapulgites et les diosmectites, et ils vont diminuer juste sur l'aspect des selles, donc il reste de mettre la réhydratation au deuxième plan, c'est pas bien. Les antiseptiques intestinaux, aucune place. Et puis, peut-être on discutera l'antisécrétoire. Voilà, donc j'ai répondu à l'essentiel, je passe. Alors, pour entrer dans la dysbiose, que risque une antibiothérapie non justifiée en cas de diarrhée aiguë? Quel le risque? Est-ce que c'est la diarrhée aux antibiotiques? Est-ce que c'est l'émergence de la résistance aux antibiotiques? Est-ce que c'est l'altération de la flore intestinale? Un certain nombre ont parlé de flore, de microbiote, de HADA, donc c'est juste un problème de terminologie qui change au fil du temps. Allez-y. Eh bien, vous avez raison, si vous faites l'identifiat, tu as raison, tous les trois. La diarrhée aux antibiotiques, oui. Lorsque l'antibiotique n'est pas justifié, il va altérer la flore. Lorsqu'il y a il y a aussi un risque d'émergence de la résistance aux antibiotiques. Et puis, l'altération de la flore, on verra les retombées néfastes lorsqu'on va altérer cette flore bactérienne. Alors, je passe. Vous savez, le microbiote intestinal, il a une grande biodiversité qui est très importante. Il est composé d'un certain nombre, avec des séquençages moléculaires, ça permet de montrer qu'il y a des bactéroïdes, le chef de file, c'est les bactéroïdes, des protéobactéries, le chef de file, les entérobactéries, l'actinobactéria, le chef de file, le bifidobactérium, et des firmicutes, j'arrive mal à les prononcer, le chef de file, les clostridies. Donc voilà, il y a tant de familles, tant de biodiversité, des milliards et des milliards de bactéries. On peut comparer ça, voilà. Et donc, l'évolution de cette colonisation bactérienne, elle va évoluer depuis le bébé, le fœtus, jusqu'à la personne âgée, en passant par un environnement stérile, entre guillemets, une colonisation, une stabilisation et puis une modification fonction d'un certain nombre de facteurs qu'on verra. Encore une fois, c'est la composition, la densité de ce microbiote, il varie depuis la bouche jusqu'au côlon, et puis il varie aussi dans le sens transversal de l'intestin. C'est très intéressant. Alors, différents stades, là aussi, ça m'a beaucoup plu ce schéma-là, il va vous montrer les différents stades de colonisation bactérienne. Regardez, fonction de l'âge, en milieu pédiatrique, il va montrer les différentes bactéries avec différentes couleurs, et remarquez que cette taille, il est fonction de l'importance de la colonisation. Et là, l'âge avance et qu'il y a une diversité bactérienne. C'est très intéressant. Et puis, cette variation du microbiote intestinal, il est fonction d'un certain nombre de facteurs, hein, que ce soit, d'accord, il y a la prise d'antibiotiques, l'état nutritionnel, d'accord, l'âge, etc., la prise de médicaments, et puis,
écran, s'il vous plaît. Plein écran, c'est bon. Merci. Et donc, il y a, fonction de l'âge, il y a un certain nombre de facteurs qui vont intervenir. Regardez, vous avez tant de facteurs en passant de la grossesse, la naissance, au stade bébé, enfance, mais il y a des facteurs prénataux, des facteurs partum et des facteurs postpartum, et surtout on peut faire sortir essentiellement le mode d'accouchement, que ce soit césarienne, que ce soit par voie basse, la prise d'antibiotiques, que ce soit chez la maman, que ce soit à la période néonatale, et surtout le type d'allaitement. Hein. Est-ce qu'il est artificiel? Est-ce qu'il est maternel? Est-ce qu'il est mixte, etc. Voilà, ce que je viens de dire, par exemple, si la naissance est par césarienne, il y aura plus de staph. S'il est par voie basse, il y aura plus de lactobacillus pour Provotella, etc. Selon le type d'alimentation, s'il est maternel, il y aura plus de lactobacillus. S'il est artificiel, il y aura plus de bactéroïdes. Et puis, on se demande quelles sont vraiment les fonctions de ce microbiote. On lui a donné tant de fonctions. Mais je ne vais pas tout lire de A à Z, mais je peux vous dire par exemple, pour la fonction métabolique, il est censé participer à la synthèse d'un certain nombre de vitamines, comme la vitamine K. Ce renforcement de rôle de barrière de l'intestin, parce qu'il renforce les jonctions serrées entre les cellules, et puis il y a une fonction immunitaire, et puis un rôle de protection par la production d'un certain nombre de facteurs antimicrobiens. En fait, il y a tout un programming et certains facteurs qui vont assurer ce programming. Nous avons déjà cité le terme à la naissance, prématuré, à terme, mode d'accouchement, voie basse ou césarienne, l'environnement de naissance, le type d'alimentation, la prise des antibiotiques qui risquent de dérégler la flore bactérienne intestinale, et donc on sera soit dans la symbiose, soit dans la dysbiose intestinale. Lorsqu'il y a vraiment tout ça se porte très bien. On parle de biose, on peut utiliser ce qu'on veut comme terme, mais il y a des facteurs génétiques, des facteurs psychologiques comme le stress, et des facteurs d'environnement que nous avons déjà cités, recités, comme le mode d'accouchement, les antibiotiques, le type d'alimentation. Tout ça va entraîner un dérèglement de cette flore bactérienne, pour rester un peu général maintenant, et ça va entraîner de la dysbiose. Alors, on rentre un peu en profondeur pour vous dire, là, vous avez une flore normale, vous avez de mucus, l'épithélium intestinal, et un intestin sain, et lorsqu'il y a, on fait entrer un certain nombre de bactéries, qui prolifèrent parce qu'on a donné une antibiothérapie à large spectre qui n'était pas indiquée, qui était excessive, qui n'était pas justifiée, et là, regardez, il y aura la densité microbienne qui va diminuer avec le temps, et la sensibilité avec l'infection qui va augmenter. Et donc, il y aura ce qu'on appelle de la dysbiose post-prise d'antibiotiques. Et donc, il suffit d'avoir des bactéries résistantes qui apparaissent avec une pression écologique majeure et une altération de la compétitivité bactérienne, que ça va émerger et ça va donner maladie. Quelles sont les conséquences de la dysbiose? Quelles sont les conséquences de la dysbiose? Il me reste 5 minutes. Quelles sont les conséquences de la dysbiose? Allez-y. Est-ce que ça peut donner de l'allergie, de la diarrhée antibiotique, les mycées ou les mycies, voilà, de l'autisme? Alors, vous voyez que la dysbiose au deuxième cerveau, on commence à l'appliquer un peu dans tout, on commence à l'appliquer un peu dans tout. Et donc, l'effet à court, moyen et long terme de la dysbiose post-antibiotique, il va être soit des altérations qui vont être passagères, soit persistantes. Si je prends le retentissement sur la santé, il y aura des conséquences cliniques.
Ah, je peux citer l'obésité, l'asthme, le diabète, la dermite atopique, etc. Je passe, et là, vous regardez que normalement, c'est normal, vous avez du mucus, vous avez une richesse en flore bactérienne normale. Si on donne des antibiotiques, comment ça se passe? Malheureusement, ça ne se passe pas d'accord, voilà, c'est bon là. Regardez, il y aura un appauvrissement de microbiote et de clostridium qui va commencer à proliférer, et avec le risque de la colie pseudomembraneuse. Alors, qu'en est-il de la physiopathologie de cette diarrhée post-antibiotique et l'émergence de clostridium difficile? Regardez, ça concerne essentiellement le métabolisme de cholestérol. Lorsqu'il n'y a pas de prise d'antibiotiques, HTOA, vous allez avoir une métabolisation des acides biliaires primaires en acides biliaires secondaires. Mais s'il y a prise d'antibiotiques, cette métabolisation n'aura pas lieu, et donc il y a prolifération de clostridium difficile avec ces fameuses toxines et développement de la maladie. Ça passe difficilement avec ça. C'est bon. Je passe sur les voies de communication entre microbiote et cerveau, on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'un probiotique finalement? Si je vous pose la question simple et pratique, hein, parce que c'est un prébiotique, probiotique, les antibiotiques, qu'est-ce qu'un probiotique finalement? Voilà, donc ça peut être une bactérie, ça peut être une levure, en général c'est une bactérie, ça peut être un champignon, mais pas un oligosaccharide. C'est très important. On a une idée, une auto-évaluation. Voilà, il y a tant de définitions, hein, substances sécrétées par un micro-organisme stimulant la croissance d'un autre, etc. On peut lire tant de définitions. Je ne sais pas quelle est la définition parfaite, on pourra échanger avec nos amis gastropédiatres. Je passe, et finalement, le probiotique, il a un certain nombre, d'accord, de rôles, hein, soit entre autres, ça peut augmenter la sécrétion des GGA, donc un moyen défensif. Il va améliorer la fonction de barrière, d'accord, il intervient dans l'immunorégulation, etc., l'homéostasie intestinale, donc il a tant, d'accord, de facteurs. Pour les gens qui veulent lire davantage, il y a un très très joli article sur les probiotiques dans la prévention de la diarrhée associée aux antibiotiques chez l'enfant, dans une revue qui est chère pour les gastropédiatres, d'accord. Je passe, j'ai presque terminé, d'accord. Finalement, il faut être clair que, d'accord, l'utilisation des antibiotiques mal réfléchis à large spectre vont altérer la flore intestinale, donner donc de la dysbiose, et donc nous avons parlé des probiotiques qui sont des micro-organismes vivants, mais il ne faut pas les confondre avec les probiotiques qui sont des ingrédients indigestibles. Et tout ça, ça sert pour prévenir les pathologies. Il y a tant de méta-analyses. Je n'ai pas parlé de la transplantation de microbiote qui fascine les gastropédiatres, d'accord. Et je passe. Et dernière plaque, la prévention de la diarrhée. N'oublions pas l'allaitement maternel, n'oublions pas le lavage des mains, d'accord. L'hygiène de vie, d'accord, la vaccination contre le retard, le lavage des mains et l'éducation pour la santé. Je vous remercie. Merci beaucoup aussi, Ouskraoui, pour ce propos qui est interactif, qui fait participer tout le monde. C'était très enrichissant. J'ai une question ici. La place du zinc dans le microbiote. Qu'est-ce que tu penses? Oui, le zinc, c'est l'OMS, il insiste beaucoup sur la promotion de l'utilisation de zinc, d'accord. C'était essentiellement dans la malnutrition. Tu te rappelles, vous vous rappelez
initialement. Le zinc, il a un rôle aussi dans la trophicité intestinale, d'accord? Et donc, maintenant, dans l'infection, il y a des gens maintenant qui essaient de donner à l'ère de Covid du magnésium, de zinc, des vitamines, etc. Ça, c'est une autre question. Les gastropédiatres, allez-y, après il veut intervenir. Tiens, juste par rapport à la question du zinc. Effectivement, donc, l'OMS, dans l'objectif des millénaires, avec l'OMS, etc., donc, en partant de l'action immunostimulante de zinc, et il a été préconisé, d'ailleurs, suite à de nombreux travaux qui ont confirmé l'efficacité du zinc dans les diarrhées aiguës et les diarrhées prolongées. Et depuis, il est indiqué dans les diarrhées aiguës et aussi inclus dans certains sels de réhydratation orale. Donc ça fait partie de la thérapie des diarrhées aiguës. Il y a Céline qui veut aussi intervenir. Merci. Tout d'abord, je tiens à... C'est bon, voilà. Alors, vous voulez que je... Oui. Juste, Smahoud, je voulais te féliciter parce que vous avez présenté ça avec une façon pédagogique extraordinaire. Vous avez facilité un sujet qui est très, très compliqué, celui du microbiote et l'utilisation des probiotiques. Juste pour rappel, donc, dans le même sens d'idée, l'a dit Khari, effectivement, donc s'il y a des choses à faire en cas de déshydratation, de diarrhée aiguë, c'est les deux piliers, c'est la réhydratation et la nutrition. S'il y a des choses à ajouter, c'est le zinc, comme l'a dit Khari, ça fait partie des recommandations de l'OMS et même de la prise en charge nationale des diarrhées aiguës. Et pour venir un petit peu la place des probiotiques, donc, parce qu'on a beaucoup de probiotiques sur le marché, le probiotique c'est un moyen de modulation de ce microbiote. Et les probiotiques ne se valent pas tous. Donc il y a des études, c'est quand on parle donc la place des antibiotiques dans telle infection, c'est la même chose pour les probiotiques. Et il faut voir un petit peu les essais cliniques, les études qui ont été faites. Il y a beaucoup de probiotiques, mais il faut savoir choisir le bon probiotique dans l'indication dans laquelle elle a été étudiée. Voilà. D'ailleurs, dans le même sens, si vous permettez, l'article que j'ai projeté, il fait une méta-analyse de tous les probiotiques qui existent et va vous indiquer, comme l'a dit Oustad Hida, la supériorité de tel probiotique par rapport à l'autre. Vous avez Merci, sous votre contrôle, monsieur le doyen. Donc, merci pour cette présentation. Je confirme ce qu'a dit Saïd, je confirme, puisque l'OMS a insisté sur le zinc. Et pour les objectifs du millénaire, on savait qu'il fallait atteindre ces objectifs en 2015. Donc en 2012, nous avons introduit de façon institutionnelle les celles de réhydratation avec le zinc. C'était avec les équipes des CHU. Et je rends hommage ici au Dr Aziza Liafouri qui est parti à la retraite. C'est celle qui avait ce dossier en main, comme vous le savez. Et aujourd'hui, dans les centres de santé, la première ligne en général, la première chose sur laquelle il faut se focaliser, se pencher, c'est traiter cette diarrhée comme vous l'avez dit, et aussi introduire le zinc, puisqu'on sait aujourd'hui, je termine sur ça, que la deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, c'est la diarrhée. Merci. D'accord, donc on remercie encore le professeur Bouzglaoui et on va clore cette session pour les prochaines concernant la nutrition.